Nombreux à nous suivre, merci de le faire. C'est l'heure de vous informer. On commence avec la présentation des lettres de créance au Palais de la Nation. Il s'agit de 7 ambassadeurs qui ont présenté leurs lettres auprès du chef de l'État, Joseph Kabila. On peut citer ici l'ambassadeur du Ghana, du Tchad, de l'Égypte, du Soudan du Sud, de la Corée, de la Grande-Bretagne et du Venezuela. Suivez. Présentation de cette lettre de créance c'est jeudi au Palais de la Nation. Tour à tour, Joseph Kabila reçoit Anis Saleh Mustafa Ahmed, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte. Avant la RDC, il a été au poste diplomatique de Tokyo, Bucarest, Alger et Nicosie. Joseph Anim, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, ancien consul général du Ghana à Toronto, ce diplomate a une maîtrise en relations internationales. Mahadjir Ousmane Ibrahima, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad. Ce dernier connaît la RDC car en 1999, il fut premier conseiller à l'ambassade du Tchad en RDC. Béatrice Camille Savani Noah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan du Sud. Cette diplomate possède un master en relations internationales et elle a déjà occupé plusieurs postes avant la République démocratique du Congo. Kon Kichang, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée. Ce diplomate a une maîtrise en économie et depuis avril de cette année, il est l'ambassadeur de la République du Corée en RDC. Graham Zebedi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. Il a été à la Commission de l'Union européenne comme deuxième secrétaire de la Grande-Bretagne, à l'Union européenne, au poste de transport et télécom. Norma Borges, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela. Mariée et mère de 2 enfants, elle a une licence en relations publiques. Des accréditations qui témoignent de plus que la RDC est un pays ouvert au monde. Autre titre d'actualité, c'est ce jeudi que les travaux de la 23e Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire francophone se sont ouverts à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La question de la croissance économique, de la lutte contre la pauvreté, du terrorisme ainsi que la situation politique et sociale en Afrique francophone seront examinées au cours de ces assises de 3 jours auxquelles Matata Pogno, invité de marque, y prend part. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par le discours d'Aubin Minakou qui est revenu sur les grandes orientations de la 7e conférence des présidents à Dakar au Sénégal. Regardez. C'est sous le leadership d'Obemina Ndioko que se sont ouverts les travaux de la 23e régionale Afrique à Yamoussoukro. Les plus pressants de tout le président d'Assemblée, Obeminaku a plaidé pour une croissance économique au service du progrès social dans l'espace francophone. À son tour, le secrétaire général de l'APEF, Pascal Terrasse, a salué le leadership d'Obeminaku dans le rayonnement de l'Afrique francophone. Il a en outre appelé à la solidarité dans les combats contre le terrorisme en Afrique. Prenant la parole, le premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obeminaku, a fait l'économie des matières qui devront être traitées durant les travaux. Les assises de la 23e Assemblée de l'APEF seront ponctuées par des exposés sur les thèmes croissance économique et lutte contre la pauvreté en Afrique francophone, terrorisme, phénomène de notre temps, état des lieux, causes, conséquences stratégiques des luttes en Afrique. L'Assemblée régionale va en outre aborder les points stratégiques portant sur la situation politique et sociale en Afrique francophone. Les parlementaires africains vont évaluer la mise en œuvre de la déclaration de la conférence de Brazzaville sur les réchauffements climatiques. C'est sur invitation d'Obeminaku que le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Pogno, a exposé devant les parlementaires africains sur la croissance économique et la problématique de la pauvreté en Afrique. La 23e Assemblée de la région Afrique va procéder à la préparation de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra en juillet à Berne, en Suisse.
Obeminaku a insisté sur l'urgence de favoriser une coopération ouverte et surtout que le phénomène du terrorisme est généralement transnational. Sur son invitation, 1 minute de silence a été observée en hommage à toutes les victimes des attentats et attaques terroristes survenus dans la région, notamment les 148 victimes innocentes tombées récemment au Kenya, à l'université Garissa, des suites d'un attentat revendiqué par les Chebabs somaliens. Parlons cette fois contrôle parlementaire. Sachez que le vice-premier ministre, ministre du budget, a été auditionné ce jeudi par la commission politique administrative et juridique dans la salle de banquet, répondant à l'audition de l'honorable Mwamba Moulangu sur le processus d'octroi des marchés publics. Eh bien, Michel Bongongo a promis de répondre aux interrogations des élus du peuple lundi prochain après un regroupement d'informations. Et dans le chapitre du processus électoral en RDC, le chef de division Afrique du Fonds monétaire international est à Kinshasa pour s'enquérir de contours réels du financement des élections et du plan de décaissement des fonds par le gouvernement. Accompagné par le directeur pays PNUD en RDC, le chef de division Afrique du FMI a été suffisamment édifié par le bureau de la CENI représenté par le rapporteur Jean-Pierre Kalamba. En présence des délégués du ministère des Finances et celui du budget, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba, agissant au nom de l'abbé Apollinaire Malumalu, a présenté aux visiteurs l'état des lieux du processus électoral et ses principaux défis financiers. Le processus signifie fiabilisation, stabilisation des cartographies, inscription des candidats, projection pour l'avenir proche 2015-2016. Les visiteurs ont été également édifiés sur la concertation entre la CENI et le gouvernement central à travers la primature sur l'harmonisation des vues pour une programmation responsable des échéances des décaissements des fonds conformément aux exigences opérationnelles du calendrier électoral. Nous sommes aux côtés du gouvernement pour voir comment son budget, aussi bien 2015 que 2016, cadre bien avec les préoccupations du moment. Nous aidons le gouvernement à mobiliser les ressources nationales parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté. Nous mettons l'accent sur la mobilisation des ressources nationales. Ceci étant, la communauté internationale peut toujours venir en complément de ce que le gouvernement fait. Jean-Pierre Kalamba a lancé un appel pour une mobilisation beaucoup plus palpable et un engagement visible dans la contribution au financement des élections en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a réaménagé récemment son cabinet, vous le savez. Le nouveau directeur de cabinet, Néhémie Moulania, qui a pris officiellement ses fonctions mercredi, est secondé par 2 directeurs de cabinet adjoints, dont Célestine Hortense Moukalaï, qui s'occupera des questions économiques, et Jean-Pierre Kambila, chargé des questions politiques. Mais qui est exactement Jean-Pierre Kambila, l'un des directeurs de cabinet adjoints? Réponse dans ce portrait réalisé par la rédaction de Télé 50. Ce natif de Kinshasa est originaire du district de Chilenge dans le Kasaï oriental, est marié et père de 3 merveilleux enfants. Il a fait ses débuts au collège Albert Ier à Kinshasa pour ses études primaires, l'Athénée de la Victoire pour ses études secondaires, puis s'est envolé à Genève en Suisse pour poursuivre ses études supérieures et universitaires. C'est l'université de Lausanne qui lui a ouvert ses portes pour d'abord une licence en sciences politiques, une autre en sociologie, pour un certificat d'études internationales en économie appliquée. Toujours à la poursuite de l'excellence, Jean-Pierre Kambila poursuivit plein d'autres formations post-universitaires qui lui ont valu diplômes et certificats, tels que le diplôme de droit à l'université de Strasbourg en France, diplôme d'économie à London School of Foreign Trade à Londres, mais aussi une étude de journalisme et communication à l'université de Fribourg en Suisse, avec une formation multisectorielle et peaufinée à la portée internationale. Jean-Pierre Kambila, en vrai patriote, revient au pays autour des années 70 pour faire profiter son expérience à ses frères. Et sa première prestation, il la commence d'abord comme gérant des librairies et salles de cinéma à Kinshasa. C'est autour des années 80 qu'il sera rappelé à Genève, en Suisse, avec proposition
au poste d'assistant du directeur général de Julial Immobilier, au poste d'assistant du directeur général de Julia Immobilier SA, une société suisse œuvrant dans l'immobilier. De là, il est même retenu comme professeur de gestion immobilière à l'Université de Lausanne, ce qui lui a enfin valu pendant près de 10 ans le poste de directeur de gestion au sein de Julia Immobilier SA. Et du coup, pour des raisons purement patriotiques, il décide à nouveau de signer un comeback au pays autour de 1997. À la fois auteur de plusieurs ouvrages et nombreuses publications sur le plan scientifique et sociopolitique, il est en outre reconnu pour ses talents en composition musicale et animation théâtrale. Jean-Pierre Kambila est aujourd'hui nommé par le chef de l'État et directeur de cabinet adjoint en charge de questions politiques. La RDC poursuit l'élan des réformes engagées depuis quelques années déjà pour améliorer son environnement des affaires. Et ce jeudi, le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des investissements en RDC a réuni les corps diplomatiques, les membres du gouvernement, le représentant de la Banque mondiale et les contributeurs Doing Business pour la présentation des réformes Doing Business 2016, initiées sur 8 indicateurs. L'on note qu'à partir du rapport Doing Business 2014, l'RDC a réussi un grand pari, celui de se hisser dans le top de 10 meilleurs réformateurs du monde pour la période de 2014 à 2015, et ce, en raison de nombre de réformes déjà menées. La RDC, plus que déterminée à améliorer son environnement des affaires et des investissements, l'unique voie obligée pour attirer les capitaux privés dont le pays a besoin. Voilà qui justifie cette matinée de présentation des réformes Doing Business 2016, initiée par le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des investissements en République démocratique du Congo. Au nombre de réformes initiées sur 8 indicateurs, l'on compte celles portant sur la création d'entreprises avec la suppression de l'exigence d'un capital minimum pour créer une SARL et celles portant sur l'exécution des contrats, incluant l'adhésion de la RDC à la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences rendues à l'étranger. Et que dans l'ensemble, il y ait une progression du score de la distance à la frontière plus importante. Un grand pas est franchi, mais des pesanteurs sont encore énormes, car de 2006 à ce jour, la RDC n'a aligné que 17 réformes reconnues par Doing Business. Nous avons besoin que ces efforts qui sont en train d'être fournis puissent être pris en compte par tout le monde sur le plan international, pour que tout le monde puisse se rendre compte que notre pays a maintenant une nouvelle image en ce qui concerne son climat d'investissement. Le document de ces réformes validé par des services publics et privés est remis au groupe de la Banque mondiale en vue d'apporter la preuve de leur application effective. Toutes ces réformes visent à faciliter la pratique des affaires, mais également le maintien de la RDC dans le top 10 des meilleurs réformateurs au monde et l'amélioration du classement dans le rapport Doing Business. Autre chose à présent, dans le cadre de l'assainissement du secteur de la santé en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique a effectué ce jeudi une descente dans plusieurs sites, notamment à la 3e direction du ministère de la Santé publique en charge de la pharmacie et du médicament, mais également à l'industrie pharmaceutique Polypharma. Cette inspection avait pour objectif de s'assurer personnellement du bon fonctionnement des structures sanitaires à la base. Regardez. C'est par la 3e direction du ministère de la Santé publique qu'a débuté la visite du ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi, dans cette direction qui a en charge la pharmacie et les médicaments. Et quand ils ont fini, sur place, Félix Kabange Numbi s'est entretenu avec les différents responsables de cette structure en les interpellant autour du désordre qui existe sur l'octroi d'autorisation de certains médicaments et compléments alimentaires non conformes sur le marché. Cette visite, c'était pour encourager les agents au niveau central et devers eux, tous les autres agents au niveau provincial et au niveau local pour que nous puissions faire notre travail d'assainir le secteur pharmaceutique. Il était question que nous passions en revue un certain nombre de directives. Il y a des directives à améliorer parce que c'est important que
nous donnions assez de pouvoir aux inspecteurs quand ils descendent sur terrain.